Bonjour, donc je vais traiter dans cette partie les lois de Newton et je vais commencer par le référentiel, le repérage d'un point mobile. Première partie, référentiel. Alors qu'est-ce qu'un référentiel? Bien sûr, pour étudier le mouvement, il faut choisir un référentiel. Un référentiel, c'est une combinaison d'un repère d'espace et d'un repère de temps. Bien sûr, le repère d'espace est choisi par le choix de son origine O, bien sûr lié à un solide. Et on oriente l'espace par trois axes. L'axe des abscisses, OX, l'axe des ordonnées, OY, l'axe des côtes, OZ. Ce repère-là, avec le repère de temps, constitue ce qu'on appelle un référentiel. Alors pour repérer le point M qui se met en mouvement, alors d'ailleurs, lorsque le point M se déplace, donc il occupe un ensemble de positions. Alors si on relie cet ensemble de positions occupées par le point M au cours de son mouvement, on obtient ce qu'on appelle trajectoire. Alors la ligne en rouge représente dans ce cas la trajectoire de M. Si je reprends ce point M à un certain moment, ou bien à un certain instant t, on peut repérer cette position du point M par les différentes coordonnées. Savoir l'abscisse X à l'instant T, Y à l'instant T, c'est l'ordonnée du point M, et la cote du point M à l'instant T. Le point M est repéré par un vecteur orienté du centre ou bien de l'origine de l'espace O vers ce point mobile, à un instant T, appelé vecteur position. Alors ce vecteur position possède les mêmes coordonnées du point M parce que les coordonnées de l'origine de l'espace sont nulles. Alors on peut écrire le vecteur position de cette façon, OM égale à XI plus YJ plus ZK. Ou bien on peut l'écrire sous cette manière, OM on met une barre verticale et on classe les coordonnées, l'abscisse, puis l'ordonnée, puis la cote. Alors que représentent les différentes fonction temporelle, parce que au cours de son mouvement, le point M change de position, alors les coordonnées évoluent avec le temps. Alors ce sont des fonctions temporelles. On les appelle les équations horaires du mouvement. X de t, c'est l'équation horaire vérifiée par l'abscisse X. Y de t, c'est l'équation vérifiée par l'ordonnée Y. Z de t, c'est l'équation horaire vérifiée par la cote Z. Alors, une remarque à saisir dans ce cas, si on veut exprimer l'équation de la trajectoire, on doit éliminer le temps entre les différentes équations horaires. On définit l'équation de la trajectoire, la relation indépendante du temps qui relie les différentes coordonnées du point M. Alors, pour saisir cette notion, je vous donne un exemple. Soit, par exemple, un point mobile qui se met en mouvement, suivant les équations horaires x égale 2 fois t, y égale à 8 fois t carré, plus 2t plus 1, ce sont les équations horaires du mouvement. Ça veut dire que x évolue avec le temps selon cette fonction, 2 fois t. Y évolue avec le temps suivant cette équation, 8t carré plus 2t plus 1. Alors comment obtenir l'équation de la trajectoire à partir de ces deux équations? Bien sûr, d'après la remarque, donc il s'agit d'une équation indépendante du temps. Ça veut dire qu'on va éliminer le temps entre les deux coordonnées. Alors l'équation de la trajectoire peut être obtenue par l'élimination du temps de cette façon. Alors je prends par exemple à partir de la première équation horaire, je prends l'expression de t et on remplace cette expression dans l'expression de y. Et on obtient finalement, avec une application très simple, y égale à 2x carré plus x plus 1. C'est l'équation de la trajectoire. Vous voyez que cette équation de la trajectoire est un polynôme de deuxième degré, alors il s'agit d'un parabole. On dit que le mouvement est parabolique. On passe maintenant à la deuxième partie rapidement, le vecteur vitesse, et on commence par la définition. Alors par définition, le module de la vitesse est exprimé par le rapport de la distance parcourue par la durée correspondante. Alors si on veut par exemple, au point M que j'ai noté MI,
si je veux la vitesse instantanée, ou bien le module de la vitesse instantanée. Bien sûr, on peut utiliser la relation d'encadrement, sachant que le sens du mouvement de gauche à droite. Alors je prends un point qui précède le point MI, que je note dans ce cas MI-1. Et je prends un autre point suivant, c'est le point noté MI plus 1. Ce sont des points très proches de MI, et je prends la longueur de l'arc représentée en bleu, et on divise par la durée entre le passage du point mobile par le point MI-1 et le passage de ce point par le point MI plus 1. Alors cette durée, c'est TI plus 1 moins TI moins 1, à savoir que TI plus 1, c'est la date du passage du point M par le point MI plus 1. TI moins 1, c'est la date du passage du point mobile par le point MI moins 1. Alors, est-ce qu'on peut exploiter cette expression pour définir le vecteur vitesse? Autrement dit, est-ce qu'on peut mettre les flèches et rendre cette expression, qui est scalaire, de rendre cette expression vectorielle? Alors, pour que cette expression puisse se transformer en équation vectorielle, il faut que la direction du vecteur déplacement MI-1, MI plus 1 soit de même direction que le vecteur vitesse. Alors j'ai illustré à droite, vous voyez les deux lignes qui sont animées. Donc ce sont des lignes, l'une représente la direction du vecteur vitesse, et l'autre représente une direction parallèle à MI-1, MI plus 1. Vous voyez que ces deux directions ne sont pas parallèles, alors on n'a pas le droit de mettre la flèche et de rendre cette expression qui est déjà une expression scalaire. Alors c'est pas possible de la rendre une expression vectorielle. Mais si, à la limite, si je rapproche les points MI-1, MI plus 1, s'ils sont serrés autour de point MI, s'ils sont très proches du point MI, on obtient une direction MI-1, MI plus 1 de ce vecteur déplacement, une direction qui est parallèle au vecteur vitesse VI au point MI. Alors, on a le droit de mettre la flèche, mais à condition que la durée entre le passage du point mobile par le point MI-1 et le point MI plus 1 soit très petite. Alors, on peut exprimer tout ça avec une expression, bien sûr, mathématique. Alors, cette expression ne peut représenter le vecteur vitesse que si la durée ΔT tend vers 0. Et on développe cette expression parce que on est en train d'étudier un point mobile par rapport à un référentiel. Alors, le référentiel est constitué d'un repère d'espace d'origine O, et on a défini déjà le vecteur position. Alors, l'objectif de cette recherche qu'on va entamer, c'est la recherche de la relation entre le vecteur vitesse et le vecteur position. Alors, c'est très simple, en faisant intervenir la relation de Schall, on peut introduire le point O par la relation de Schall, on obtient cette expression MI-1O plus O MI plus 1. Alors si on change d'ordre, on obtient le vecteur position OMI plus 1 moins OMI moins 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Alors vous voyez que OMI plus 1, c'est le vecteur position à la date TI plus 1. Et OMI-1, ce n'est que le vecteur position à la date TI-1. Alors je peux réécrire cette expression sous cette forme. C'est la limite du vecteur position à la date TI plus 1 moins le vecteur position à la date TI-1. Et finalement, c'est une limite d'une variation du vecteur position OM divisé par ΔT lorsque ΔT tend vers 0. Cette expression, ce n'est que la dérivée du vecteur position OM. Alors, et on peut définir le vecteur vitesse instantanée comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Alors, à partir de cette expression, on va chercher les coordonnées du vecteur vitesse parce qu'on a déjà les coordonnées du vecteur position. Alors, d'après ces deux expressions, on a déjà l'expression du vecteur position.
l'expression du vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. On va dériver l'expression du vecteur position de cette façon. Alors, puisque I, J et K, ce sont des vecteurs constants, hein, parce que ce sont des vecteurs qui orientent les différents axes du repère, et le repère est immobile. Alors, on peut faire sortir les vecteurs unitaires, I, J et K, de cette façon. On obtient V égale à dx sur dt fois I, plus dy sur dt fois J, plus dz sur dt fois K. Alors, d'une façon générale, chaque vecteur est exprimé en fonction de ses coordonnées dans le repère I, G, K. Alors, d'une façon générale, on peut exprimer le vecteur vitesse de cette manière. C'est l'abscisse de ce vecteur fois I, plus l'ordonnée de ce vecteur fois J, plus la cote de ce vecteur fois K. Alors, on peut déduire l'expression de l'abscisse, ce n'est que l'abscisse du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur position. L'ordonnée du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position. La cote du vecteur vitesse, c'est la dérivée de la cote du vecteur position. Et on peut utiliser d'autres notations, à savoir la dérivée de x par rapport au temps peut être notée x point. La dérivée de y par rapport au temps peut être exprimée en y point. Et la dérivée de z par rapport au temps est exprimée ou bien est notée z point. Bien sûr, connaissant les coordonnées du vecteur vitesse, on peut calculer facilement la norme du vecteur vitesse. Alors, on va passer à un exemple d'application pour maîtriser ces différentes notions. Alors, je vous donne le vecteur position et les coordonnées du vecteur position, l'évolution de ces coordonnées en fonction du temps. Alors, je vous donne par exemple un point M qui se déplace dans un repère OIG. Les coordonnées du point M suivent ces deux fonctions temporelles, ou bien ces deux équations horaires. X égale à 4t plus 2, y égale à moins 5t carré, plus 3t moins 1, avec t en seconde, x et y en mètres. Alors, première question, déterminer dans le repère OIG les coordonnées du vecteur vitesse. Bien sûr, on va exploiter les expressions qu'on a déjà établies. Alors, pour l'abscisse, on avait x et dx sur dt. Alors, on va dériver tout simplement l'expression de x. Alors, puisqu'on a x égale à 4t plus 2, la dérivée de cette expression donne 4 mètres par seconde. Pour l'ordonnée vy, on sait que vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Alors, si on dérive l'expression moins 5t carré plus 3t moins 1, on obtient moins 10 fois t plus 3. Bien sûr, avec t en seconde, vy en mètres par seconde. La deuxième question, calculer la norme de la vitesse à t égale à 0. Alors, on a déjà les expressions des différentes coordonnées, vx et vy. Pour calculer la norme du vecteur vitesse à t égale à 0, on doit chercher ses coordonnées à t égale à 0. Alors, on sait que v, c'est la racine carrée de vx carré plus vy carré. Vx, c'est 4 mètres par seconde. Vy va remplacer t par 0. C'est moins 10 fois 0 plus 3. C'est 3 mètres par seconde. Et par une application numérique très simple, vx carré plus vy carré, 4 carré plus 3 carré, ça fait 25. La racine de 25, c'est 5 mètres par seconde. Dans la deuxième partie, je vais traiter la partie qui concerne le calcul du vecteur vitesse instantané et sa représentation graphique pour qu'on puisse exploiter ces différentes représentations dans la suite de ce cours. Merci d'avoir suivi cette première partie. On se verra, Inch'Allah, dans la deuxième partie pour traiter la suite de ce cours.